Bonjour à tous. Dans ce sujet de TPE, nous verrons à quel point une invention marquant le progrès de l'armement a pu devenir un engin de guerre convoité par de nombreuses puissances mondiales. Nous aborderons plus particulièrement le cas de la Corée du Nord dirigée par Kim Jong-un, ainsi que l'implication des autres puissances et de l'ONU. Nous commencerons par étudier le fonctionnement de l'arme atomique, puis nous parlerons des problèmes géopolitiques liés à la Corée du Nord. Avec ces éléments, nous répondrons à la problématique suivante. L'arme atomique, un équilibre entre la paix et la guerre. Le fonctionnement de l'arme atomique. Nous parlerons ici de plusieurs types d'armes atomiques, à savoir la bombe atomique et la bombe à hydrogène. À l'échelle des atomes. Tout d'abord, il faut savoir certaines choses basiques sur la radioactivité. La radioactivité est une réaction spontanée au cours de laquelle des noyaux instables se désintègrent en émettant des rayonnements et des particules. Ces particules sont les particules alpha, bêta-, bêta+, et gamma. Elles correspondent respectivement à un noyau d'hélium, un électron, un positron et un rayonnement d'ondes électromagnétiques. Au cours d'une réaction nucléaire, un noyau pair instable se désintègre et forme un noyau fils et une particule. Il y a conservation du nombre total de nucléons et de la charge électrique totale. La fission consiste à envoyer un neutron à une très grande vitesse dans un atome lourd tel que l'uranium-235. L'atome va imploser et se diviser en deux atomes légers, le césium et le rubidium. Il va également libérer 3 neutrons qui vont aller frapper d'autres atomes d'uranium et ainsi créer une réaction en chaîne. L'équation de cette réaction est la suivante. La fusion consiste à fusionner deux atomes légers, le deutérium et le tritium, Qui sont des isotopes de l'hydrogène, d'où bombe H. afin de créer un atome lourd. L'énergie de la réaction provient de la charge électronique des deux isotopes, qui sont tous les deux positifs, et aussi du défaut de masse entre les deux noyaux fusionnés. En effet, le rapprochement de deux noyaux portant une charge électrique positive est contrarié par l'interaction électromagnétique répulsive. Pour illustrer cette interaction, on peut prendre l'exemple des aimants. Quand on essaie de les rapprocher, ils se repoussent. Il faut donc utiliser une autre source d'énergie d'une grande puissance pour forcer les atomes à fusionner. Dans le cas de la bombe H, on utilise l'explosion d'une bombe A. L'équation de cette réaction est la suivante. Le déclenchement de l'arme. Pour pouvoir déclencher une arme atomique, il faut d'abord générer une grande source d'énergie. Dans le cas de la bombe A, on utilise des explosifs classiques installés autour de l'uranium. Dans le cas de la bombe H, il faut une plus grande source d'énergie. On utilise donc une fission pour déclencher la fusion. Les conséquences d'une explosion nucléaire. Le souffle se définit comme un mouvement rapide de l'air non loin du centre de l'explosion. Il est accompagné de pression et de forts vents. Lors de l'explosion nucléaire, le rayonnement thermique constitue une boule de feu et un grand dégagement de forte chaleur. Les deux sortes de lumière dégagées par le rayonnement lumineux sont la lumière ultraviolette et la lumière infrarouge. La radiation thermique produit d'intenses incendies, des brûlures de la peau et le flash cause la cécité. Dans l'étape initiale, le type de radiation est composé d'intenses rayons gamma et de neutrons qui se répandent dès la première minute après l'explosion. Le rayonnement résiduel se produit après la première minute de l'explosion. Il existe 3 types d'explosions nucléaires. Explosion dite aérienne, explosion de surface et explosion souterraine. Une explosion aérienne se produit directement au-dessus de la cible visée. L'explosion aérienne octroie l'effet de radiation à un niveau maximal sur la cible et par conséquent est extrêmement dangereuse majoritairement à cause des retombées radioactives. Une explosion de surface se produit au niveau du sol ou de l'eau. Ce type d'explosion est la plus dangereuse des trois car elle entraîne de très grandes retombées radioactives avec de graves effets à long terme. Les effets d'une explosion souterraine ou sous-marine sont concentrés sous la surface du sol. Elle peut créer un effondrement du sol. Ce type d'explosion cause peu ou pas de danger radioactif. Les blessures qui peuvent être causées lors d'une explosion nucléaire sont semblables à celles causées par une explosion classique.
L'explosion peut projeter des débris. La chaleur émise par le flash peut causer des blessures thermiques. La lumière émise lors de l'impact peut rendre aveugle. Les neutrons, les rayons gamma, alpha et bêta sont les principales causes de blessures radioactives. Si vous ne comprenez pas, allez jeter un œil à la partie sur les atomes. La zone la plus radioactive se situe sous le flash. Elle est certes très petite, mais extrêmement dangereuse à cause des radiations. Le fallout est la zone dite contaminée où les sols et l'eau ont été touchés par la radioactivité. La Corée du Nord. Les essais nucléaires. La Corée du Nord a fait des essais nucléaires en 2006, en 2009 et en 2013. Après cela, certaines des résolutions du Conseil de l'ONU ont été d'interdire à la Corée du Nord d'essais nucléaires. Pourtant, le 9 septembre 2016, on apprend que le régime de Pyongyang, capitale nord-coréenne, a entrepris un nouvel essai nucléaire. Celui-ci aurait engendré un séisme de magnitude 5,3. C'est le plus puissant des essais nucléaires de la Corée du Nord. Son objectif est de placer des têtes nucléaires sur des missiles balistiques longue portée qui seront mis en orbite autour de la planète afin de pouvoir atteindre n'importe quelle cible sur Terre. Ce dernier essai a touché la zone économique exclusive du Japon, ce qui pourrait entraîner des sanctions pour la Corée du Nord. Cette situation inquiète la Russie, le Japon et la Chine, des pays faisant partie de l'ONU. Les États-Unis ont déployé le système antimissile THAAD. Inefficacité de l'ONU et autres puissances mondiales. L'ONU est une organisation internationale regroupant 193 pays. Les 5 pays fondateurs sont les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Ces 5 pays ont un droit de veto au sein de l'ONU. C'est-à-dire que si l'un d'entre eux s'oppose à une décision de l'ONU, alors celle-ci peut être annulée. C'est pour cela que cette organisation a du mal à prendre des décisions utiles à l'international. Dans notre cas, c'est la Russie qui est l'allié de la Corée du Nord et qui empêche les États membres de lui imposer des sanctions. La Corée du Nord enfreint les résolutions lui interdisant de mener des essais nucléaires et des tirs de missiles. La première, portant le numéro 1718, a été adoptée en 2006 après le premier essai nucléaire. Outre l'interdiction, elle mentionnait une première série de sanctions économiques. Depuis, plusieurs ont été adoptées, toujours après les essais nucléaires de la Corée du Nord. La dernière l'a été en mars 2016, après l'essai nucléaire de janvier. Il n'y en a pas encore eu après celui de septembre. Relations avec les autres pays. Avec la Chine, les relations sont plutôt bonnes, malgré quelques tensions. Les liens entre Pékin et Pyongyang sont historiques. La Chine a envoyé des troupes pour se battre aux côtés de l'armée du peuple, le nom de l'armée coréenne, pendant la guerre de Corée en 1950 jusqu'à 1953. Par la suite, et pendant la guerre froide, la Chine a soutenu économiquement et politiquement la Corée du Nord. Depuis la fin de la guerre froide, les relations sont plus complexes. Les Chinois n'apprécient guère les activités nucléaires de Pyongyang, car cela fait monter la tension en Asie de l'Est et incite les Américains et leurs alliés japonais et sud-coréens à renforcer leur présence militaire. Mais Pékin souhaite maintenir la stabilité en Corée du Nord. Si le régime de Kim Jong-un s'effondrait, cela pourrait provoquer une grave crise humanitaire dans le nord de la Chine et des immigrants venus de Corée du Nord arriveraient en très grand nombre en Chine. Les autorités pékinoises maintiennent donc des liens assez importants avec Pyongyang, notamment au travers des échanges économiques. 90% du commerce nord-coréen se fait aujourd'hui avec la Chine, qui n'applique pas strictement les sanctions décidées par l'ONU. Les relations entre la Russie et le gouvernement nord-coréen sont un peu plus tendues, bien que la Russie soit un des mentors de la Corée du Nord. En effet, la Russie a apporté son soutien à la République populaire de Corée quand le pays a été divisé en 2 zones d'occupation en 1945 par les États-Unis et l'URSS. Cette division a conduit 3 ans après à la création de 2 États séparés, et l'URSS et la Chine devinrent les alliés de la RPDC. Mais plus récemment, la Russie, s'étant éloignée du régime de Kim Jong-un, juge la menace de la Corée du Nord de procéder à des frappes nucléaires à l'aveugle sur les États-Unis et la Corée du Sud d'inadmissible et rappelle à la Corée du Nord que des attaques directes sur ces pays conduiraient à la possibilité juridique de lancer des attaques armées contre le régime de Pyongyang.
Elle invite les pays concernés à la retenue. Mais l'arme atomique a également apporté la technologie nécessaire pour créer des centrales utilisant l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. On peut se demander à quel point ces découvertes influencent notre monde et créent de nouvelles problématiques aussi bien en termes de sécurité que d'environnement.